Moi, je suis ici pour vous parler de RSE avec Thomas. Techniquement, on va peut-être se présenter un petit peu. Alors, normalement, ça doit marcher. Voilà. On est une agence de communication et d'expertise en RSE, c'est-à-dire qu'on couvre le scope global de la RSE. On travaille à la fois sur les diagnostics et les plans d'action, c'est-à-dire qu'on va dans les entreprises et on leur explique comment ils peuvent agir différemment sur ces sujets de RSE, comment ils peuvent s'engager. Et puis après, on les aide à communiquer, notamment on travaille beaucoup sur tous les sujets d'engagement interne parce que le sujet de la RSE, le sujet principal, le facteur de réussite numéro 1, c'est que ça soit approprié par l'interne. C'est vraiment que l'interne comprenne le sujet, parce que quel que soit le consultant que vous avez en face de vous, c'est pas forcément lui qui va faire le travail derrière, c'est vraiment les gens qui seront sur le terrain, qui vont même trouver leurs propres solutions et faire preuve d'innovation. On est deux. Moi, ça fait 20 ans que je travaille. Je commence par moi, c'est pas poli. Thomas est consultant chez nous, travaille sur les sujets de RSE de manière globale, avec un tropisme particulier sur la biodiversité. Et on a travaillé ensemble sur le secteur de l'optique pour une marque de Luxottica. Et pour ma part, donc ça fait une vingtaine d'années que je suis sur ces sujets-là. J'ai travaillé en ONG, j'ai géré les partenariats économiques du WWF pendant une dizaine d'années. Et puis après, dans le commerce équitable. Donc ça veut dire que depuis que j'ai commencé à travailler sur la RSE, j'ai accompagné une centaine d'entreprises, des grandes, des petites, des moyennes sur ces sujets-là. J'ai pu donc constater à la fois les facteurs de réussite ou les facteurs d'échec aussi, les freins. Et puis j'ai pu aussi constater la manière dont les choses ont extrêmement progressé depuis 5 ans, où c'est complètement différent. Toutes ces progressions et ces progrès, je devrais dire, sont liés à différents facteurs. Bien sûr, il y a le fait que l'urgence écologique est de plus en plus forte, mais il y a aussi le fait que le consommateur est de plus en plus sensible. Donc, ce que je vous disais, c'est qu'on travaille. Je vous ai mis quelques-uns de nos clients. C'est pas tant ça qui va vous intéresser que les enjeux sociaux environnementaux. Je vais vous dresser le panorama global. On ne va pas trop s'étendre dessus parce que je pense que vous êtes assez au courant. Je vous parle notamment de l'empreinte écologique. L'empreinte écologique, c'est un mode de calcul du nombre d'hectares qu'il nous faut sur Terre pour vivre avec tous nos besoins. Donc pour vivre à la fois avec notre empreinte carbone, donc pour absorber le CO2 qu'on émet, mais également tout ce qui est de l'ordre de notre quotidien, donc à la fois pour manger, pour se vêtir, pour construire nos bâtiments, tous ces sujets qui sont de l'ordre de notre empreinte globale. Vous voyez qu'aujourd'hui, la plupart de la surface de terre qu'il nous faut, c'est pour absorber le carbone. J'aime mieux, moi, parler en termes d'hectares. Aujourd'hui, il faudrait, pour respecter la capacité que la planète nous offre et nous permet de régénérer, il faudrait qu'on consomme 2 hectares. Aujourd'hui, nous, en tant que Français, on consomme 4,5 hectares. Ça veut dire qu'il nous faudrait plus de 2 planètes pour vivre avec les besoins d'un Français. Un Américain, lui, va consommer pratiquement 5 planètes, donc il lui faudrait 4 planètes de plus. Alors, comment est-ce que c'est possible? C'est possible parce qu'on consomme les ressources des autres, c'est-à-dire qu'un Asiatique, il lui faut à peu près une planète et demie. Il lui faut 3 quarts, il lui faut 1,5 hectare, donc il lui faut beaucoup moins de planètes que nous. Et un Africain, il lui faut 3 quarts de planète. Mais c'est aussi possible parce qu'on est en train de consommer les ressources des autres. Donc quand on vous dit que nous, Français, il nous faudrait 2 planètes supplémentaires pour vivre comme nous, ça veut dire que quelque part, on consomme les ressources de nos enfants, de nos petits-enfants, de toutes les générations à venir, parce que la planète, elle ne peut pas se régénérer aussi vite qu'on la consomme, grosso modo. Ça, c'est un indicateur qui est simple. Je pense qu'il est simple à comprendre. Vous avez des questions là-dessus ou
Est-ce que je me suis exprimée clairement? Il est simple à comprendre, mais il est il alerte beaucoup et il nous met face à la limite de nos ressources et face à l'urgence qu'on a de se comporter différemment. Il y a deux urgences, il y a deux enjeux environnementaux qui sont majeurs. Le premier, c'est le changement climatique. Vous en avez beaucoup entendu parler, je pense. Et le sujet, c'était de limiter à 1,5 degré la hausse des températures d'ici 2050. Aujourd'hui, on voit bien qu'on ne va pas arriver à 1,5, on va essayer de limiter à 2 degrés, mais même limiter à 2 degrés, forcément, il y a des changements fondamentaux qui vont avoir lieu sur Terre. Et notamment en termes de biodiversité. Donc un autre des enjeux, c'est de stopper la disparition des espèces. Aujourd'hui, on estime qu'il y a 60% des espèces qui ont disparu en 50 ans. Alors je vais préciser qu'il y a 60% des espèces connues, parce qu'en fait la plupart des espèces aujourd'hui on ne les connaît même pas. Et quand on sait que la découverte des espèces, elle peut nous servir à plein de choses, à commencer par notre santé. Aujourd'hui les anticancéreux sont nés de la découverte d'une petite fleur à Madagascar qui s'appelle la pervenche de Madagascar, et c'est comme ça qu'on a trouvé des molécules qui peuvent agir sur le cancer. L'aspirine, c'est le saule. Donc la plupart des espèces aujourd'hui, toutes les espèces, notamment les espèces végétales, nous permettent de trouver de nouveaux médicaments, de nouvelles solutions. Donc évidemment, on ne les connaît pas toutes, mais plus on va les faire disparaître et moins on va en trouver qui vont pouvoir nous aider. Donc je parle des espèces qui peuvent contribuer directement à notre santé, mais de toute façon, la plupart de la biodiversité contribue quelque part à notre vie sur Terre, quoi qu'il en soit. Je vais passer sur les causes de ces problèmes environnementaux. Après, au niveau social, c'est pas beaucoup mieux, puisqu'il y a des déséquilibres sociaux à long terme qui sont invivables, qu'on ne va pas pouvoir continuer à gérer. Et un de ces déséquilibres, c'est justement le problème des changements climatiques. Aujourd'hui, on se plaint beaucoup des réfugiés. Je pense que vous savez que les réfugiés font l'objet d'un droit. C'est-à-dire que quand on est dans un pays et qu'on est réfugié, c'est qu'on a le droit à y être parce que c'est un droit international. Et on est réfugié pour des raisons politiques, mais on va être de plus en plus réfugié pour des... Enfin, je ne parle pas de nous pour l'instant, mais on aura de plus en plus de réfugiés pour des raisons climatiques. Tout simplement parce que des territoires disparaissent ou parce que des ressources disparaissent. Quand vous n'avez plus le moyen de cultiver votre terre, vous n'avez plus moyen d'y vivre quelque part. Donc on est quand même confronté un ensemble de contraintes qui nous tombent dessus et qui vont faire qu'il faut inventer un autre développement. C'est pour ça qu'en 87, en 72, il y a eu la création du Club de Rome. Je vous parle de ces dates, non pas parce que je veux briller par mon savoir historique, mais juste pour qu'on se rende compte que le sujet, il ne date pas d'hier. Donc comme je vous disais, moi, ça fait 5 ans que je vois les choses vraiment évoluer. Mais en fait, en 72, les scientifiques, avec le rapport Meadows, savaient déjà tout ça. Ils savaient que les contraintes de la planète étaient des limites à notre propre développement. Et c'est en 87 que Madame Brundtland, qui était ministre de l'Environnement au Danemark, a déclaré le concept, a formalisé le concept du développement durable. Le développement durable, c'est un développement qui permet de répondre aux besoins des générations présentes sans compromettre les besoins des générations futures. On voit au travers de ce que je viens de vous montrer qu'aujourd'hui, ce n'est pas tout à fait le cas. Donc notre enjeu aujourd'hui, il est de travailler ensemble sur ce développement durable qui est ici. Donc le développement durable, c'est celui qui est au confin de l'économique, du social et de l'environnemental. Comment est-ce que ça se traduit dans les entreprises? Ça se traduit par la responsabilité sociétale de l'entreprise. Donc on en arrive enfin à cette histoire de RSE. J'aurais fait une petite parenthèse avant. Je pense que c'est important de comprendre la vision macroéconomique pour comprendre comment nous, dans nos entreprises, en tant que ce soit, je dirais, en tant qu'acteur de l'entreprise, et vraiment que ce soit à tous les niveaux de l'entreprise, que ce soit au marketing, à la production, à la vente, enfin vraiment à tous les niveaux, comment est-ce qu'on peut agir
pour se comporter différemment et faire en sorte que nos entreprises soient moins impactantes en termes d'environnement et soient plus impactantes, au contraire positivement, en termes sociaux. Donc c'est un peu le sujet de ce qui nous rassemble aujourd'hui. On a deux grands référentiels dont vous entendrez parler. Donc, je vous raconte ça aujourd'hui. Il y a l'ISO 26000 et il y a le GRI. L'ISO 26000, c'est un référentiel plutôt utilisé en Europe. Et le GRI, c'est le référentiel international. Ces deux référentiels balayent dans l'entreprise l'ensemble des critères qui peuvent être utiles à valoriser ou à évaluer où vous en êtes en termes de RSE. Est-ce que c'est clair, ça? Ouais. Et dans ces critères, je précise, parce que il ne faudrait pas réduire la RSE au sujet environnemental. Dans ces critères, il y a un volet social, un volet environnemental et un volet sociétal, c'est-à-dire comment est-ce que vous agissez en tant qu'entreprise avec la société qui vous entoure. Je vais vous demander aujourd'hui, je vais vous demander maintenant combien est-ce que Français émet de tonnes de CO2? 7, 10, 9,8. En fait, vous n'avez pas tout à fait tort parce que c'est 9,6 tonnes de CO2, mais c'est 11 tonnes d'équivalent gaz à effet de serre. Parce que, en fait, dans les gaz à effet de serre, donc, qui provoquent ce réchauffement climatique, il y a plusieurs types de gaz. Par exemple, il y a le méthane qui est 800 fois plus réchauffant que le CO2. Donc, quand on parle de gaz à effet de serre, on traduit souvent ça en tonnes de CO2, donc tonnes équivalent CO2. Donc, en tonnes équivalent CO2, c'est 11 tonnes. Donc, c'est gaz à effet de serre globalement. Et bon, bref, on ne va pas tergiverser, c'est entre 10 et 11. Et de toute façon, je ne sais pas tout à fait gérable parce que combien vous pensez qu'il faudrait qu'on émette de tonnes de CO2, enfin tonnes d'équivalent CO2, pour vivre correctement sans trop changer l'atmosphère et les écosystèmes? 2, exactement, 2. Donc on a de la marge, hein. On a de la marge, ça c'est la mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut agir en tant qu'individu, c'est toujours intéressant de le savoir. Donc en tant qu'individu, par exemple, si vous arrêtez de manger la viande le week-end, mais ça marche aussi si vous arrêtez de manger la viande 2 fois dans la semaine, hein. C'est pas, j'ai rien contre le week-end. Si vous arrêtez de manger de la viande le week-end, vous allez économiser 1 tonne de CO2. C'est pas mal déjà. Si vous voyagez en train, si vous êtes seul dans votre voiture, le train va être 80 fois moins émetteur de CO2 que la voiture. Si vous êtes à 2 dans la voiture, logique, ce sera 40 fois. Si vous achetez un t-shirt d'occasion plutôt qu'un t-shirt neuf, on va éviter l'équivalent de 2700 litres d'eau. Si vous achetez un smartphone conditionné, vous éviterez 80% de son impact. C'est-à-dire qu'on parle, par exemple, sur le numérique, on parle beaucoup d'effacer ses mails, etc. C'est bien, hein, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, mais le plus gros impact du numérique, c'est l'achat de votre smartphone. Donc, plus vous le faites durer, et plus vous économisez du CO2, sans compter que vous économisez bien d'autres choses, parce qu'il y a des matières rares, enfin il y a des métaux rares, il y a plein de choses dans un téléphone. Par exemple, est-ce que vous avez la différence entre... Parce que l'eau devient un réel problème aussi, il n'y a pas que le CO2 dans la vie, il y a l'eau. Et du coup, est-ce que vous savez la différence qu'il y a entre prendre une bain et une douche? Quand vous prenez un bain, vous faites combien vous utilisez combien de litres d'eau à votre avis? Pardon? 147. 250. Et quand vous prenez une douche? Non, 30, c'est vraiment la mini-douche. C'est la douche pour enfants qui fait semblant de se laver. Non, une douche, c'est 70 litres. C'est entre 50 et 70 litres. Donc, rien que ce geste-là au quotidien, vous économisez énormément d'eau. Je ne veux pas être le censeur de service, mais il y a des petits gestes qu'on peut faire qui ne vont pas forcément changer profondément votre vie. Par exemple, manger de la viande, c'est pas, on n'est pas obligé d'arrêter parce qu'en plus, l'élevage, quand il est bien fait, il peut au contraire générer de la biodiversité. Mais il faut faire attention à ce qu'on mange et ne pas abuser. Après, le moins mais mieux, ça marche toujours, hein.
quoi qu'il en soit, dans tous les domaines. Alors maintenant, je vais parler plus particulièrement de votre secteur. Donc j'imagine que vous êtes tous dans le secteur de l'optique si vous êtes là. Oui? Vous êtes fabricant, distributeur? Fabricant. Est-ce que vous pouvez vous rapprocher? Parce qu'on va de plus en plus interagir et je suis un peu sourde, je crois. Mais je ne le dis pas trop parce que... Vous êtes fabricant? Vous êtes distributeur, certains d'entre vous? Ouais. Donc que vous soyez fabricant ou distributeur, vous avez de toute façon un impact environnemental, ne serait-ce que ça. Donc ce qu'on s'est dit, c'est que c'était intéressant que vous puissiez mesurer votre impact. Alors vous allez trouver que ça c'est illisible, donc je vais vous expliquer un petit peu. Globalement, quand on fabrique une paire de lunettes et quand on la vend, il y a un impact sur l'ensemble du cycle de vie du produit. C'est quoi le cycle de vie du produit? Il y a 17 critères dans le cycle de vie du produit, donc je ne vais pas tout vous citer. Globalement, vous devez savoir que c'est un peu comme l'empreinte écologique. Quand on calcule l'empreinte d'un cycle de vie du produit, on va tenir compte évidemment des ressources, du sourcing, de la matière première, mais on va tenir compte également de la fabrication. Donc en gris, vous avez ce facteur fabrication. On va tenir compte chez vous de tout ce qui est verre. Ça, c'est toute la partie de fabrication du verre, donc à la fois le polissage, mais à la fois la coupe du verre. Ça, c'est la partie stockage. Ça, c'est la partie transport. Ça, c'est la partie packaging. Ça, c'est la partie distribution, pardon. Et ça, c'est la partie utilisation. Et ça, c'est la partie fin de vie. Alors, en fait, vous voyez que, par exemple, dans une paire de lunettes, la partie utilisation, elle est très importante. Et la partie utilisation, elle est très importante. Pourquoi? À votre avis, qu'est-ce qui peut porter préjudice à l'environnement dans la partie utilisation de la paire de lunettes? Pardon? Nettoyage. La perte. En fait, le turnover de la lunette. Donc, vous avez raison, ce qui est impactant, effectivement, c'est le nettoyage, parce qu'on ne se rend pas compte, mais à chaque fois, les lunettes, ça se nettoie, je ne sais pas, plusieurs fois par jour. J'en ai pas, donc mais je pense qu'on nettoie je vois bien les gens, ils nettoient leurs lunettes plusieurs fois par jour. Donc à chaque fois, vous réutilisez une ressource et puis vous les gardez pas longtemps. Parce que maintenant, en plus, alors je veux pas paraître trop critique, mais on vous en offre 2 pour le prix d'une, voire 3. Donc, ce qui est important, par exemple, dans la paire de lunettes, si vous avez une responsabilité en tant que vendeur de sensibiliser vos consommateurs, ce serait qu'ils les gardent. C'est-à-dire que quand on change de verre, c'est pas forcément changer de lunettes. Alors je sais que ça va pas arranger le commerce, mais quelque part, il faut savoir qu'à terme, de toute façon, il va falloir garder nos produits quel qu'il soit, le plus longtemps possible. Il y a une loi qui est passée en France qui s'appelle l'indice de réparabilité. Il est maintenant obligatoire sur un certain nombre de produits, et ça va arriver sur tous les produits, de donner un indice de réparabilité. Vous avez l'obligation, en metteur sur le marché de produits, de pouvoir permettre la réparabilité de vos produits. C'est pareil. Aujourd'hui, il y a des fabricants de lunettes. Je pense à un fabricant qui s'appelle Mikami. Mikami, c'est ça? J'arrive plus. Le fabricant, c'est Mikami. Tu sais qu'il y a un service de réparation de lunettes. Je crois que c'est ça. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, Mikami. Non? Je vais retrouver le nom après. Bref, ça fait partie. Il y a certains fabricants comme ça qui ont mis en place une interface de réparation des lunettes pour leurs consommateurs qui est assez élaborée, qui leur donne même un kit de réparation avec des explications, etc. Donc, au-delà de la réparation, il y a aussi la réutilisation des montures, évidemment. Et dans les facteurs impactants, on voit par exemple qu'il y a le retail. Donc, c'est simple de comprendre pourquoi le retail est impactant. Qu'est-ce qui est impactant dans le retail ? Vous avez des réponses à ça? Non?
Bah, globalement, quand vous avez un magasin, c'est l'énergie que vous consommez, c'est l'eau que vous allez consommer, notamment, je crois, dans l'entretien des, enfin, quand on fabrique les, enfin, pas quand on fabrique les lunettes, mais quand on les monte, il y a aussi des matières premières qui sont utilisées, qui sont impactantes en termes environnementaux. Donc ça, c'est l'impact du retail. Et puis, vous voyez que l'impact de la fabrication est important. Donc là, c'est vraiment comment est-ce qu'on fabrique la lunette, l'impact du polissage, de l'edging, je ne sais pas trop traduire ça en français, mais est important aussi. Et à votre avis, aujourd'hui, les fabricants de lunettes, ils communiquent sur quoi quand ils parlent d'environnement? L'énergie? L'eau? L'eau, l'énergie, les matières. En fait, on a fait une étude pour voir justement sur quoi les fabricants communiquent. Enfin, les fabricants et les distributeurs, hein, d'ailleurs. Ils communiquent sur 2 points. Ils communiquent sur la fin de vie du produit. La fin de vie du produit, c'est-à-dire qu'ils vont récupérer des lunettes qui, soit dit entre nous, seront la plupart du temps pas recyclées pour le coup, parce que ce n'est pas possible pour X raisons. Ils vont communiquer sur la matière première de la monture. Hein, il y a beaucoup d'acétate, du bioacétate, de l'acétate recyclé, etc. Et ils vont communiquer sur le packaging. Globalement, c'est là où ils vont communiquer. On l'a vu, le packaging, c'est quand même 12% d'impact, donc c'est quand même un impact important. Mais ce n'est pas l'impact le plus important. En fait, si on regardait les impacts les plus importants, le rôle d'un distributeur et le rôle d'un fabricant, ce serait d'éduquer le consommateur. Et un autre des rôles, c'est de regarder précisément comment, dans quelles conditions, avec quel type de matière sont fabriquées les lunettes. Donc vraiment, travailler sur le cahier des charges pour les fournisseurs. Je parle de ceux qui ne les fabriquent pas. Par exemple, un importateur, enfin un fabricant de lunettes qui achète les montures en Chine, il doit avoir quelque part un cahier des charges pour ses fournisseurs strict, de manière à être sûr qu'elles sont fabriquées dans de bonnes conditions environnementales. Je vous vois rire. Pourquoi riez-vous? Ah mais non, 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 mais c'est pas le cas. C'est pour ça qu'on fait cet atelier. C'est qu'effectivement, c'est pas le cas. C'est pas le cas. Il y a un manque de transparence, c'est vrai. Je dois bien le dire parce que nous, on travaille sur plein de secteurs différents. Et c'est vrai que votre secteur est un peu moins avancé que les autres sur ces sujets-là. Les secteurs les plus avancés, ce sont l'alimentation et la cosmétique. Et vous comprenez bien pourquoi. C'est que la demande et l'inquiétude du consommateur est beaucoup plus forte sur ces produits-là que sur des produits comme les vôtres. Alors qu'il y a quand même une préoccupation des consommateurs sur vos produits. Si le monsieur ne veut plus passer mes slides. D'abord, de manière générale, ça je vais pas revenir dessus parce que je pense que vous êtes au courant, les consommateurs, ils souhaitent consommer plus responsable. Je ne dis pas qu'ils le font, mais en tout cas, ils le souhaitent. Et ce qui est intéressant d'ailleurs dans ces statistiques, c'est pas tant la statistique en valeur absolue, c'est pas tant qu'aujourd'hui 78% des consommateurs disent vouloir consommer responsable, c'est plutôt qu'il y a 5 ans, il y avait 25% des consommateurs qui disaient vouloir consommer responsable. Donc ce qui est intéressant, c'est l'asymptote de la dimension que prend ces sujets-là. C'est vraiment, je sais que ce sont des déclarations d'intention, mais il n'empêche qu'elles existent. Et aujourd'hui, quand on regarde, je me rapproche pour vous raconter, quand on regarde, est-ce que les consommateurs, ils prennent ce critère en compte? Ils disent que parfois, effectivement, ils le prennent en compte comme un critère additionnel. Après, il n'y en a que 12% qui vont en tenir compte systématiquement. Et on voit quelque chose qui est intéressant et que vous devez toujours avoir en tête, je pense que c'est très important pour vous, c'est que les pourcentages sont beaucoup plus importants chez les jeunes. C'est-à-dire que de manière générale, les générations qui arrivent sont plus demandeuses que les générations qui s'en vont. Même si, contrairement à ce qu'on pense, les seniors, ceux qui sont aujourd'hui le moins demandeurs, c'est plutôt les 40-55. Mais les seniors aussi ont cette préoccupation parce que, bon, pour des raisons différentes que les jeunes, en tout cas, les générations qui arrivent sur votre marché, elles vont être demandeuses de ça. Elles vont se dire comment est-ce que je peux faire pour consommer différemment.
Et d'ailleurs, il y a plein de ce qu'on appelle, nous, des indies brands. Donc, comme dans les cosmétiques, vous voyez ces petites marques qui vont naître avec le RSE dans leur ADN. Des marques comme C2C, par exemple. Je ne sais pas si vous connaissez C2C. L'ACV, d'ailleurs, a été faite par C2C. Des marques comme Friendly Frenchy, c'est une petite marque en Bretagne qui fabrique des montures de lunettes à partir de filets de pêche. Alors en plus c'est une entreprise d'insertion, etc. Ce sont des petites initiatives. Enfin, C2C, c'est pas si petit que ça. Sont des initiatives qui vont tirer forcément le marché vers le haut parce que ça crée une demande du consommateur qui va se dire, la marque dont je me souviens plus le nom, Nakini. Tu peux me retrouver le... Pardon ? Ah, voilà, Mikita, c'est ça? Oui, j'aurais dû m'en souvenir. Vous voyez ce que c'est cette marque Mikita? C'est une marque, pareil, c'est une marque allemande. Les montures sont plutôt chères, mais en même temps, ils sont vraiment très engagés sur l'ensemble. Donc, ce sont des marques qui vont forcément pousser les gens à réagir. Et encore une fois, ce sont des marques qui ont la chance de pouvoir fabriquer localement, mais du coup, qui ont un prix qui n'est pas forcément accessible. Ça ne veut pas dire que quand on est une marque grand public avec un prix accessible, qu'on doit s'arrêter de penser qu'on peut faire des choses, parce qu'on peut faire des choses à tous les niveaux. Et notamment, l'industrie, on a vu l'industrie en Chine énormément progresser, contrairement à ce que vous pourriez peut-être penser, énormément progresser sous la pression de l'industrie textile. Donc les fabricants chinois, ils ont dû remonter les salaires, il y a plein de choses qu'ils ont dû faire parce que justement ils avaient cette pression de l'industrie textile. Je ne dis pas que c'est partout pareil en Chine, hein, mais parfois il vaut mieux... Alors pour le coup, j'ai travaillé dans on a accompagné des entreprises du textile de luxe et en fait on se rendait compte qu'il valait mieux travailler avec certaines usines en Chine que d'autres en Italie où la transparence était beaucoup moins garantie. Donc je pense que ça c'est accessible à tout le monde et tous les consommateurs de plus en plus vont vouloir vous le demander. Par ailleurs, il y a la loi qui vous pousse à agir. Donc là, je vous ai parlé par exemple de l'indice de réparabilité qui est en train d'arriver sur un certain nombre de produits. Pareil, aujourd'hui, il y avait 3 filières de recyclage obligatoires. Il y en avait une sur le textile, il y en avait une sur le plastique, enfin les emballages en général. Il y en a une qui est née sur le mobilier. Là, il y en a 17 qui sont nées d'un seul coup. Donc il va aussi y avoir une obligation de recyclage dans votre industrie. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez payer une taxe de recyclage pour qu'on puisse recycler vos produits. Et donc plus ils seront recyclés, plus vous arriverez à... Enfin, c'est le consommateur qui va la payer au final, hein, je sais bien, mais il n'empêche que plus on arrivera à perfectionner le recyclage, et moins on aura à le faire, et moins ce sera coûteux, plus ce sera rentable, et moins la taxe sera importante, et plus le business model sera valable. C'est important. Il y a la loi climat et résilience. Donc la loi climat et résilience, à terme, alors c'est pas pour vous tout de suite, mais à terme va obliger à tous les produits à avoir un affichage environnemental. C'est l'EcoScore qui est en train d'être testé sur certains types de produits. C'est très complexe à mettre en place, mais à terme, c'est un peu comme le Nutri-Score sur l'alimentaire. Vous allez devoir quelque part montrer à quel point votre produit est impactant sur l'environnement. Il y a le décret tertiaire. Alors là, ça touche plutôt le retail, c'est-à-dire que d'ores et déjà, tous les magasins qui font plus de 1000 m², donc dans l'optique, il y en a peu, par contre, tous les magasins qui sont en centres commerciaux vont devoir réduire de 40% d'ici 2030 leur facture énergétique. Je fais exprès de dire leur facture énergétique parce que si vous réduisez vos consommations d'énergie, eh ben, économiquement, c'est intéressant aussi pour vous, donc tant mieux. Vous avez dû le remarquer qu'il y a de moins en moins de portes ouvertes tout le temps et qu'il y a de plus en plus de portes qui se ferment. Ça fait partie aussi des raisons pour lesquelles on les ferme. Il y a la loi sur la loi AGEC sur justement la fin du plastique à usage unique. Donc aujourd'hui, quand vous êtes dans la restauration rapide, par exemple, vous n'avez pas le droit de distribuer tout ce qui est emballage et plastique à usage unique. C'est pas encore, il y a encore beaucoup de non-applications en cours, mais les effets de la répression vont être de plus en plus fermes, notamment sur la communication. Alors ça, c'est assez franco-français, hein, ça touche pas l'Europe.
parce que le reste sont des décrets européens qui sont appliqués en France ou ce sont des décrets français qui inspirent l'Europe. Ça, c'est spécifiquement français. Mais c'est aussi en train d'être étudié au niveau européen. Ce sont les allégations environnementales. Donc vous n'avez plus le droit de dire biodégradable sans prouver que votre produit est vraiment biodégradable. Et là, je fais une petite parenthèse parce que le terme biodégradable, par exemple, c'est un terme qui est régulé par un décret européen. Donc, sont biodégradables des produits qui vont se trouver dans une situation d'être dans une terre avec un degré d'humidité important, avec une chaleur précise et avec des micro-organismes précis également. Je crois que vous l'avez remarqué, il y a plusieurs montures de lunettes qui sont considérées comme biodégradables. Est-ce qu'il y a beaucoup d'entre vous qui enterrent leur monture de lunettes dans une terre humide avec des bactéries pour la biodégrader? Et ça dure 10 ans. Hein. Non. Donc tout ça, ça va être... Enfin, je vous dis ça parce que c'est caricatural. Hein, c'est pas le principal de notre problème, mais en tout cas, ça montre bien qu'il faut faire attention à ce qu'on dit, quoi. Parce que le consommateur, en plus, le consommateur, plus on lui dit, plus il est perdu, et du coup, moins il va adopter les bons comportements. C'est pour ça que aujourd'hui, la communication, et ce que je vous disais au début, c'est qu'on travaille aussi sur la communication et on voit que les besoins de communication évoluent parce que le consommateur, il a besoin d'avoir des preuves, à la fois des preuves concrètes, mais à la fois pas complexes, derrière toute affirmation qui va être faite sur ces sujets-là. Et ça, pour le coup, l'encadrement du contenu publicitaire, il est de plus en plus, il y a le Conseil national du commerce qui a éditer un guide là-dessus et donc il est de plus en plus contraint. Mais attention aussi à ne pas traiter que l'environnement parce que les thématiques de la RSE, elles sont beaucoup plus larges que ça. Là, on a beaucoup parlé environnement parce que c'est la CV, c'est le truc le plus facile à voir. Mais quand vous parlez RSE, il faut expliquer comment est-ce que vous l'avez mise en place, la RSE. Est-ce que vous avez intégré une charte d'achat responsable? Est-ce que vous avez impliqué vos équipes? Est-ce que vous en faites un facteur d'innovation? Est-ce que vous avez une gouvernance sur ces sujets-là dans votre entreprise? Et au niveau social, comment est-ce que vous traitez vos salariés? Comment est-ce que globalement vous leur permettez le bien-être au travail, mais aussi comment vous leur permettez d'évoluer, comment vous leur permettez de pouvoir faire remonter des faits éventuels de discrimination, comment est-ce que vous permettez la diversité dans l'entreprise. Je ne veux pas vous faire un gros laïus sur la diversité, mais on se rend compte que c'est extrêmement facteur de créativité, la diversité, et qu'on a tout intérêt à la mettre en place, sachant qu'aujourd'hui, la diversité, elle est évidemment multiple. Elle est bien sûr sur les personnes en situation de handicap, bien sûr sur les personnes de différentes ethnies, alors que ça, on ne peut pas du tout le mesurer en France, mais c'est important d'avoir des personnes d'origine différentes, des femmes, des hommes et d'origine ethnique différente pour avoir aussi les ressentis de vos consommateurs. Vos consommateurs, ils sont multiples. Il n'y a pas de raison que les salariés ne soient pas multiples également. Après, il y a des facteurs, il y a des secteurs qui sont sous tension en termes de recrutement. Je pense au magasin, peut-être vous avez du mal à recruter et du coup intégrer la diversité, c'est aussi un facteur de multiplication des recrutements, d'élargissement des recrutements qui est intéressant. Et puis il y a des facteurs sociétaux. Comment est-ce que ce qu'on appelle les parties prenantes, comment est-ce que vous prenez en compte vos parties prenantes? Donc vos parties prenantes, c'est qui? C'est votre voisinage quand vous avez un magasin ou quand vous avez une usine. Ce sont vos collaborateurs. Comment est-ce que vous intégrez leur opinion dans la façon de gérer vos opérations? Ça peut être l'État, ça peut être la collectivité, ça peut être les associations locales ou internationales. Vous êtes un fabricant, vous pouvez être appréhendé par une association pour avoir dit quelque chose qui n'était pas correct ou qui n'était pas juste ou parce que vous avez fait les choses de façon un peu foireuse sur certains sujets. Donc comment est-ce qu'on peut discuter avec elle? Voilà. Vous êtes de moins en moins dans un monde fermé sur votre entreprise. Vous ne l'avez jamais été.
Mais aujourd'hui, vous devez avoir conscience que vous ne l'êtes pas du tout, que le monde il est ouvert et que vous devez être ouvert de la même manière, à la fois en interne, à la fois en externe, ce qui vous permettra de développer votre business et de le rendre plus efficace. Voilà. Donc ça, j'arrête maintenant de parler parce que l'idée d'aujourd'hui, c'était plutôt de pouvoir échanger avec vous sur ces différents sujets et faire remonter de votre part soit des expériences, soit des idées que vous auriez sur ces différents sujets justement. C'est pour ça que je vous demandais de vous approcher, parce que ça va être un petit peu compliqué de gérer le son. Hein. Donc le truc c'est, sur ces différents sujets, on les a sectorisés de plusieurs manières. Il y a les actions sur l'environnement, il y a les actions sur le social, les actions sur vos parties prenantes, les actions sur la société, votre engagement sociétal. Donc là, c'est plutôt de l'ordre de ce qu'on appelle couramment le mécénat, mais qu'on aimerait être plus en relation avec le business de votre entreprise. Voilà. Est-ce que c'est clair ces différents sujets ? Donc, je vais demander au monsieur qui est derrière et qui, j'espère, m'écoute, de repartir sur les actions environnementales. Ah bah oui, il m'écoute. Super, génial. C'est bizarre, j'ai l'impression de parler à un écran, c'est étrange. Donc, sur les actions environnementales, on vous a mis des exemples de ce que ça pourrait être. Par exemple, une action environnementale sur les produits et les services, ça pourrait être justement rechercher les matériaux recyclés pour vos montures ou pour autre chose, pour vos packaging. Voilà. Une action sur les bâtiments, ça pourrait être, ça c'est des actions qu'on a trouvées. On a dépouillé le jury RSE, vous savez, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il y a eu un prix RSE là sur le CINMO. Il va être remis samedi. Et donc nous, on a dépouillé les dossiers. Et dans ces dossiers, on a déjà trouvé des bonnes pratiques. Donc on les a mises là. Donc par exemple, il y a un des dossiers sur lesquels on a trouvé un diagnostic écoflux de l'ADEME. C'est un diagnostic qui est assez courant, qui permet de faire un diagnostic énergétique de vos sites ou de vos magasins et qui a été fait dans un bâtiment. Sur les actions sur le social, on a trouvé la création d'une charte diversité, mais pas n'importe comment, c'est-à-dire que dans cette entreprise-là, ils ont mis les collaborateurs autour de la table pour voir quels engagements ils pouvaient prendre en termes de diversité dans l'entreprise. Sur le bien-être des salariés, par exemple, il y a une entreprise qui a mis en place un baromètre social où régulièrement, ils interrogent les salariés sur qu'est-ce qui va pas, et puis ils mettent en place évidemment des actions sur ce qui ne va pas. Et ils se félicitent ensemble de ce qui va. Les actions sur l'implication des parties prenantes. Dans une des entreprises, ils ont monté un réseau d'ambassadeurs RSE et ils leur ont donné un montant, ils leur ont donné 1 000 € chacun pour faire des actions de sensibilisation dans leurs départements respectifs. Dans une autre entreprise, ils ont monté un cahier des charges fournisseurs, justement parce qu'ils travaillent beaucoup avec la Chine, hyper exigeant au niveau des critères. Dans les actions sur le sociétal, ils ont donné une journée par employé pour faire des actions de mécénat comme ils le souhaitent. Donc maintenant que je vous ai dit tout ça, je ne vais pas vous demander de classer les actions puisque Thomas qui est là va s'en charger. Mais ce que j'aimerais, c'est que vous-même, vous remontiez des idées, de choses que vous avez mises en place ou des actions que vous avez mises en place. Et pour ça, je pense qu'on a un deuxième micro. On va faire circuler 2 micros. Moi, je pourrais commenter de là-bas. Il fonctionne le micro, là ? Celui qui est sur le pupitre ? Il fonctionne, c'est parfait. Donc moi, je vous donne mon micro. Je suis pas malade. Ouais, mais ce serait bien d'en faire circuler 2. Vous avez un truc pour nettoyer les micros ou pas ? Parce que... Ah non, comment vous faites entre 2 ? Ok, bon, je suis désolée. Vous parlerez loin du micro. Je fais circuler ici. Est-ce que quelqu'un a une idée ?
Bonjour, je m'appelle Anis Benticha, je suis le directeur général de SI International. On a le stand qui est juste derrière le camion. Donc je suis passé, c'est pour ça que je trouvais votre intervention intéressante et je me suis arrêté. Je ne savais pas que c'était programmé, je n'avais pas vu. Alors nous, ce que l'on a fait, c'est que, avant de me lever, on a mis en place dans notre activité, c'est des produits nettoyants optiques. Donc des produits pour nettoyer les montures de lunettes. Donc on est distribué chez les opticiens français. Les marques s'appellent Optinet, Cyclair, bon, c'est assez connu sur le réseau opticien. Donc c'est une entreprise de 30-40 salariés. On fabrique tous nos produits en France. Dans nos ateliers, puisque on fabrique des sprays, des lingettes et des microfibres de nettoyage. Et on a un gros problème, notamment qui est lié à l'impact environnemental. Ça consiste à l'usage unique des produits. Puisqu'en fait, les pochettes sont des petites pochettes aluminium qu'on déchire, on les utilise qu'une fois et ensuite on les jette. Donc le complexe est en aluminium et le papier, c'est du papier qui est imbibé, donc ça c'est un souci. Et ensuite, on a des sprays qui également étaient sur des sprays fermés. Donc à la fin de l'usage du spray, le spray doit être jeté et donc cycle de vie, plastique ou aluminium. Donc on n'est pas des fabricants de montures, mais on est des produits qui se distribuent en quantité. Et donc sur un horizon moyen court terme, on a le problème de l'impact environnemental de nos produits puisque c'est de l'emballage. Donc ce qu'on a mis en place, c'est une politique, il y a plusieurs aspects, je ne vais pas rentrer dans tous les aspects, mais on a mis en place une politique d'étude de notre impact plastique, de ce que l'on consommait à tous les niveaux de la chaîne de fabrication sur le tonnage de plastique que l'on utilise. On l'a recensé, c'est très très long au niveau industriel à faire, surtout quand vous n'avez jamais fait. Donc ça c'est un projet qui a démarré il y a plusieurs années. On a réussi à cartographier notre consommation et puis ensuite on a commencé à travailler sur ce en quoi on pouvait améliorer la réduction de notre usage de tonnage de plastique. Ça va du film palette à l'emballage, au plastique qui est utilisé pour fabriquer le microspray. Donc on a démarré là-dessus. Ensuite on a réussi à trouver des sources de plastique recyclé. Alors il faut savoir que tout le monde parle du plastique recyclé, mais c'est très compliqué de trouver du plastique recyclé en quantité quand vous êtes un industriel. Les sources sont faibles. Donc c'est pas toujours évident à sourcer et à trouver. Donc nous aujourd'hui on est à peu près sur 40% aujourd'hui de la fabrication de nos sprays en plastique, c'est des matières de plastique recyclées. Ce qu'on a introduit également c'est des sprays avec capot à vis, de manière à pouvoir réutiliser. Et on travaille aussi beaucoup avec le réseau opticien pour leur amener des fontaines de recharge. Alors après vous parliez du point de vue économique. Et c'est là où est la balance, c'est que quand on vend des grandes recharges, nous on a un secteur économique où on doit aussi avoir une activité économique rentable. Plus on fait de recharge, plus on travaille dans ce secteur-là, moins on vend nos produits à l'unité. Donc la décision, ça a été quand même de continuer là-dessus, sachant que il n'y a pas beaucoup trop de choix sur le moyen long terme. Et qu'on considère que plus on mettra ce type d'action en place et plus on aura une partie large de personnes qui utilisera nos produits en bonne conscience, même s'il y a un impact. On a un stand, toute la partie sur notre stand est beaucoup axée là-dessus. On ne fait pas parfait, mais on essaye de faire mieux. Donc on essaye d'améliorer nos pratiques. Voilà, on est là-dedans. On a également des sprays en aluminium. Alors là, ça pose moins de problèmes parce que c'est une matière qui se recycle à l'infini. Donc c'est moins impactant, mais c'est quand même une ressource. Et là aussi, on fait tout passer en colle à vis, etc. Ça, c'est les pratiques immédiates qu'on a commencé à mettre en place et qu'on continue. Alors bien sûr, on supprime les trousses en plastique, parce que les PVC, ça a une durée... Moi, j'ai appris que le PVC avait des durées de vie... je crois que c'est en termes de recyclage. C'est même pas recyclable, je crois que c'est un impact sur 50 ou 100 ans. Le PVC, je crois que c'est une des matières les pires. Donc nous on travaille aussi avec Grand Vision, Général d'Optique et Grand Optical, où vous avez des trousses en PVC. Pendant qu'on a fait ce constat, on a vu que l'impact était énorme. Donc on les a supprimés. Maintenant c'est du carton recyclé. C'est un peu moins bien sur l'utilisation longue quand on l'a dans la voiture, etc. Mais ça a un meilleur impact. Donc on travaille sur ces aspects-là. Voilà un peu pour citer quelques exemples. Mais c'est génial parce que vous êtes sur les 19% les plus impactants du cycle de vie de la lunette. L'emballage. Ouais. Et en fait, vous voyez, vous êtes en train de reproduire ce qui se passe dans la cosmétique. Oui. On travaille pas mal avec L'Oréal Cosmétique Active qui sont en pharmacie.
Et eux, ils développent les recharges parce qu'ils savent que de manière inéluctable, ils sont confrontés à la même chose que vous. C'est-à-dire qu'ils savent très bien qu'ils vont moins gagner. Sauf que de manière inéluctable, de toute façon, on va en arriver là. Et c'est celui qui sera le premier qui aura une longueur d'avance a priori, quoi. C'est un peu ce que vous soulignez. C'est-à-dire que nous, dans notre modèle économique, ça ne nous arrange pas au départ. Mais c'est la décision que j'ai prise. C'est soit on l'accepte parce que c'est la réalité et on fait avec et on essaye d'en tirer le meilleur parti. Soit à terme, peut-être qu'on disparaîtra. Donc l'objectif, c'est d'essayer de trouver les meilleures solutions en mettant tout en place le plus tôt possible. Et maintenant, c'est complètement intégré dans la conception de nos produits. C'est-à-dire que quand on conçoit ou on réfléchit à un produit, on réfléchit d'abord à cet aspect-là et pas l'inverse. Sachant que 80% de l'impact d'un produit, c'est au moment de la conception qu'il a lieu. C'est-à-dire que comme le 80% de cet impact, si vous le concevez différemment, il peut être réduit d'autant. Et je vais revenir sur plusieurs choses que vous avez dites. Justement, si j'avais un message à faire passer, c'est que sur ces sujets-là, il vaut bien mieux être proactif que réactif. Ça, incontestablement. Et il y en a plein qui pourraient témoigner aujourd'hui, alors pas forcément dans l'optique, mais de manière générale, la façon dont ça les a aidés même à restructurer leur business, voire revoir leur business model. La deuxième chose, je voulais parler du plastique. Vous avez dû remarquer que chez vous, depuis le 1er janvier 2022, dans la poubelle de plastique, vous pouvez mettre toutes sortes de plastique. Est-ce que vous l'avez remarqué déjà ? En fait, merci. Non, mais je fais mes propres enquêtes consommateurs. Elle travaille avec moi. Ah bah voilà, c'est pour ça. Elle connaît bien le sujet. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que dans tous les plastiques que vous mettez, il y en a plein qu'on ne peut pas recycler. Sauf qu'on ne recyclera le plastique que quand il y aura des filières, qu'il y aura suffisamment de matière pour les recycler. Donc techniquement, on peut arriver à recycler tous les plastiques. Il y a plein de gens qui font des recherches justement sur les bactéries qu'il y a dans la terre qui peuvent bouffer les plastiques, etc. On peut recycler techniquement à terme tous les plastiques s'il y a suffisamment de plastique à recycler. Donc si vous les jetez suffisamment dans cette poubelle-là. Et petit à petit, on a certains qui vont disparaître aussi parce qu'ils sont comme le PVC, hyper impactants. Ça, c'était pour le plastique. Et pour l'usage unique, je pense que là, vous êtes en plein dans la loi AGEC, donc ça va vous tomber dessus à un moment donné. L'usage unique, on n'a pas trouvé la solution pour nos jeter. Ça, c'est un produit pour nous, c'est un vrai problème. On réfléchit, mais là, on n'a pas encore trouvé de solution. Ça, c'est un vrai souci. Ce qui est intéressant, c'est de réfléchir aussi avec des acteurs complètement hétérogènes. On a monté un groupe sur la par exemple, pour réfléchir aussi au sujet de restauration. On a fait venir des designers, des gens qui viennent de l'industrie automobile. Parce que ce qui est intéressant, c'est que, notamment sur ces sujets-là, souvent, il y en a qui ont trouvé des solutions dans des secteurs complètement différents qui peuvent être appliqués aux vôtres. Peut-être que vous auriez intérêt à réfléchir avec la restauration, par exemple. Voir comment ils ont résolu leurs problèmes. En tout cas, merci pour votre témoignage. Merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un d'autre peut témoigner aussi ou poser une question d'ailleurs? Bonjour, oui, moi je veux bien juste témoigner. Je suis Noémie, je suis chargée des RSE pour Friendly Frenchy, en fait, la marque dont vous avez parlé. Juste pour rectifier, en fait, c'est pas des filets de pêche qui sont dans nos lunettes, c'est des coquillages. Ah oui. En fait, c'est les déchets de coquillages qui sont intégrés dans la fabrication de la monture. En fait, donc c'est les déchets de l'industrie coquillère et aussi des déchets qui proviennent des dégustations qui sont installées sur les côtes bretonnes et françaises de manière générale parce qu'on collecte aussi dans le bassin aquitain. Voilà. Et donc c'était pour parler du fait, nous en fait la partie RSE c'est l'ADN en fait de l'association de la boîte. Elle a été créée pour ça en fait en voulant créer des lunettes à partir de zéro il y a 8 ans, en disant comment est-ce qu'on peut avoir le moins d'impact sur tous les sujets qui étaient listés là. Donc en fait tout a été étudié en détail. Tout n'est pas encore parfait évidemment, mais en tout cas on va très très loin dans chacun des sujets. On en est assez content et en fait donc 2 exemples par exemple, donc c'était travailler avec des déchets, donc aller chercher des déchets qui servaient à rien du tout, donc typiquement les coquilles qui sont faites en calcaire, qui peuvent servir à plein de choses, qui repartaient en enfouissement la plupart, incinération de temps en temps parce que là dans les nouvelles consignes de tri c'est écrit qu'il faut les mettre les coquilles dans les ordures ménagères alors qu'en fait ça peut aller dans les biodéchets si c'est méthanisé, il y a tout un sujet aussi sur on n'est pas encore parfait sur
la fin de vie des coquillages. Donc nous, on a décidé d'en faire aussi des lunettes. Et un autre sujet, par exemple, sur la partie sociétale, en fait, l'idée c'était de faire trier, parce que nous on récupère donc les coquillages, ils sont parfois mélangés. Il n'y a pas que des huîtres, que des moules, que des Saint-Jacques, ils sont parfois mélangés, donc il faut les trier, les laver, les nettoyer, les calibrer. Enfin, il y a tout un tas de travail à faire avant de les broyer. Et donc ça, on travaille avec un ESAT. En fait, on s'est associé avec un ESAT. On voulait aussi qu'il y ait la partie inclusion impérative dans notre chaîne de production. Et donc, voilà, typiquement, on s'est associé avec un ESAT. On est à Auray, en fait, donc en Bretagne Sud. Et voilà, donc un ESAT qui bosse avec nous pour la partie tri des déchets. Donc après, la liste est très très longue, donc je ne vais pas tout vous lister sur ce qu'on fait, mais en tout cas, il y a plein de choses à faire. On a une grande chance. Alors Noémie, que je connais par ailleurs, oui, c'est ça, en fait, on s'est déjà rencontrés. N'était pas du tout dans ma lunette avant. Et du coup, moi, je trouve que c'est très intéressant, au contraire, d'avoir ce témoignage. Et quand on a, je pense nous, on a vu un dossier sur vous particulièrement développé. Oui. Et je me dis, est-ce que dans votre esprit, vous avez créé cette espèce de laboratoire d'expérience, en fait, pour inspirer la filière parce que ça pourrait être intéressant de voir comment certains de vos procédés, qui aujourd'hui sont peut-être sur une petite quantité, pourraient être mis à l'échelle. Alors, en fait, moi, je ne suis pas la fondatrice. Moi, je travaille avec eux, avec Sandrine et Laurent Peset, qui sont les fondateurs de ce projet-là, il y a 8 ans. C'est eux qui pourraient mieux répondre, en fait, parce que ils avaient envie de changer le monde, hein, c'est certain, depuis longtemps. On se connaît depuis longtemps, on travaille ensemble depuis 15 ans sur les sujets RSE. Mais disons que le but, c'était pas forcément d'aller expliquer aux autres comment faire. C'était, il me semble, à confirmer avec eux, mais c'était d'essayer. C'était de se lancer, c'était d'aller là où c'était pas existant, et surtout parce qu'en fait en termes de valeur, ça leur convenait pas, ce qui était la façon dont c'était fait actuellement en fait. Dire on peut pas continuer à porter du pétrole 100% sur le nez, on sait que ça ne marche pas de toute façon, on va plus pouvoir ne faire comme ça en fait à long terme, mais on a tous besoin de lunettes. Donc en fait il fallait bien trouver une solution aussi, et en fait Laurent vient de l'industrie, de la restauration haut de gamme à Paris. Sandrine a été spécialisée sur la partie déchets et événementiel, et en fait ils ont mixé leur passion pour arriver à ça, voilà, ce que je porte sur le nez. Donc en fait il n'y a pas forcément de vocation d'emmener tout le monde, mais c'est certain qu'ils ont ouvert énormément de portes sur ces sujets-là. Et donc, il y a tout à faire, en fait. Enfin, il n'y a pas que les coquillages. Je pense qu'il y a plein de trucs qu'on peut mettre dans les lunettes, en fait. Je sais pas. Voilà, le terrain de jeu est infini, en fait. Ça, c'est ma sensation. Je pense que c'est intéressant. Enfin, quand on a cette possibilité d'essayer des choses, je trouverais ça intéressant de pouvoir inspirer d'autres qui vont pas faire des coquillages, c'est sûr, mais peut-être des méthodes qui pourraient. Enfin, je dis ça. Encore une fois, voilà, moi je suis pas experte sur le procédé, vraiment la partie technologique, c'est vraiment eux deux. Donc voilà, passez sur le stand si vous voulez. Ouais, voilà. En fait, peut-être aller voir ce qu'ils font, ça peut être vachement intéressant. Voilà. Il est où le stand? B156, dans le hall 7. B156. Vous pouvez pas nous rater. Il y a les marinières et les coquillages, il y a la plage. Merci. Merci beaucoup pour ton témoignage, Noémie. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui peut nous raconter des trucs ou poser des questions? D'ailleurs, c'est tout aussi intéressant d'avoir vos questions. Alors, j'espère que ça ira avec le micro. J'ai un petit problème de voix, mais ça devrait aider. Du coup, je suis assez content de passer après Friendly Frenchy. Moi, je connais bien Laurent et Sandrine. Je suis sur la partie production. Donc, Mathieu Thierry, je suis directeur de la manufacture Thierry. On est basé dans le Jura. Et donc nous on est sous-traitants dans la fabrication, et donc on a beaucoup travaillé depuis plus d'une dizaine d'années sur la RSE, sans savoir que c'était de la RSE au départ. C'était pour nous des sujets importants, notamment autour de l'énergie. On a beaucoup travaillé sur la partie énergie et consommation d'eau. Et puis depuis 2-3 ans on se tourne sur l'aspect sociétal et puis social de la RSE. Donc on a vraiment mis le mot RSE sur les sujets sur lesquels on travaille. Pour nous aujourd'hui, un des gros enjeux sur lesquels on n'arrive pas vraiment à avoir de réponse, et puis c'est un petit peu une problématique que j'ai déjà évoquée plusieurs fois avec Laurent de Friendly Frenchy, c'est sur le recyclage des déchets. En fait, sur l'usinage, il faut savoir que plus de 70% de la matière première qu'on va utiliser part à la poubelle. Donc c'est énorme. Et aujourd'hui, on n'a pas vraiment de solution
pour réutiliser cette matière-là. Donc bien sûr, il y a des essais qui ont été faits, et puis il y a des solutions ponctuelles qui sont mises en place un peu par effet de communication en disant ça c'est des lunettes faites à base de déchets, on va dire. Mais en réalité, la très très grosse partie du volume part en incinération dans le meilleur des cas, ou en enfouissement dans le pire des cas. Donc on travaille depuis déjà 3-4 ans au niveau du syndicat également des lunetiers du Jura pour trouver des solutions. Le gros problème du recyclage, c'est que la matière que vous allez reproduire derrière, à base de vos déchets, va ressembler à tout sauf à une matière de base. Donc ça va être un mélange de plusieurs coloris, ça va être du noir dans le meilleur des cas. Et ça, c'est encore assez compliqué pour le marché à accepter et pour les consommateurs finaux. Et aujourd'hui aussi pour nos clients, c'est aussi ça qui est compliqué, parce que quand ils nous passent une commande, ils veulent une lunette bleue. Et quand ils la recommandent, ils veulent qu'elle soit encore bleue. Donc si vous mélangez plusieurs déchets ensemble, ça ne va plus être bleu, ça va être un mélange, ou ça va être du kaki ou du marron ou du gris. Donc aujourd'hui on fait face à cette problématique-là. On a des solutions techniques, c'est ce que vous évoquez, il y a des solutions techniques. Après c'est trouver le débouché, le marché. Donc on a trouvé des différentes options. On s'est rapproché d'une société qui est en Bretagne qui s'appelle Mego, qui fait du matériel urbain, du mobilier urbain à base de mégots et d'acétate. On a plusieurs pistes, mais on n'a jamais trouvé quelque chose d'assez concret qui puisse nous permettre de recycler en volume nos déchets. Donc voilà, aujourd'hui, le thème RSE pour nous est important, mais on a travaillé sur pas mal de sujets, on a bien avancé. Aujourd'hui, pour moi, ce qui est le plus préoccupant, c'est la partie déchets, parce que aujourd'hui, comme on l'a dit, il vaut mieux être proactif que de subir sur ces sujets-là. Aujourd'hui, on n'a pas de contraintes particulières, mais ça va arriver un jour ou l'autre où on va nous dire écoutez, vos déchets d'acétate, ça va coûter 10 fois plus cher pour s'en débarrasser, parce que vous n'avez pas le droit de les enfouir comme ça, quoi. Donc voilà, c'était un petit témoignage, on va dire, mais plus une ouverture de discussion. Pour le coup, je pense que c'est un vrai sujet dans la filière. C'est l'impact fabrication, ça. Hein, vous avez dans le et nous, on a eu plusieurs fois des témoignages dans ce sens quand on voit qu'effectivement vous avez 70% de déchets, c'est quand même incroyable. Et je vais vous citer un exemple qui vous paraît loin, mais pas tant. C'est les briques Tetra Pak. Au départ, les briques Tetra Pak n'étaient pas du tout recyclables, parce que dans une brique Tetra Pak, vous avez du carton, vous avez de l'aluminium, et en plus vous avez un film plastique pour alimentaire. Et finalement, ils ont réussi à trouver des solutions techniques. Le problème, c'est que il n'y avait pas d'économie derrière. C'est-à-dire qu'il y avait une usine qui le faisait en Espagne, mais que derrière, il fallait transporter les Tetra Pak en Espagne, ce qui n'avait pas beaucoup de sens. Et par ailleurs, il n'y avait pas beaucoup la possibilité de monter d'autres usines, parce qu'il n'y avait pas suffisamment de matière. Donc c'est là où moi je pense que c'est toute une filière qui doit se mobiliser, parce que si vous avez un certain montant de matière, une solution va être trouvée. Il y a des solutions techniques et il y a des solutions marketing. Je pense que par exemple tous les jeunes là, qui sont intéressés pour avoir des produits qui soient moins impactants, ils sont intéressés. J'imagine qu'avec le coquillage, on ne peut pas faire non plus la couleur qu'on veut. Ouais. On ne va pas avoir un bleu flash. Pour le coquillage, c'est la même problématique que pour le reste de l'acétate. Avec un de nos clients, on a contourné le problème différemment, c'est-à-dire qu'on a fait des lots de matière recyclée. Donc on produit tant de quantité de matière qui va avoir la même couleur, on vend les lunettes et puis basta. Donc c'est un peu ce qui se fait aussi, même s'ils arrivent, je crois, à refaire les mêmes formulations, parce qu'ils ont réussi à faire ça dans la durée. Mais on peut le faire, unique. On peut, mais le problème c'est que pour tout le volume de déchets, ça suffira jamais. Pas. Donc il y a quand même un problème de masse. Il y a quand même un problème de masse. Il y a la société qui est le principal producteur du flocon d'acétate, donc qui est une société américaine, Eastman. Travaille sur un sujet de recyclage notamment avec Luxottica. Mais après avoir discuté avec eux, la solution c'est d'envoyer les déchets dans le Tennessee pour qu'ils puissent reproduire de l'acétate. Donc est-ce que c'est vraiment une solution? Je ne pense pas. Il y a probablement des choses à faire plus localement pour un autre usage peut-être de l'acétate qu'on va recycler, ça c'est sûr, mais
En tout cas, vous parlez de l'Eastman Renew Acetate, c'est ça? Donc en fait, effectivement, il y a un acétate recyclé qui est fait par Eastman. Après, il y a un certain mystère autour des liants. Hein. Qu'est-ce qu'on met comme produit pour recycler l'acétate? C'est pas évident. Mais il n'empêche que je pense que ce sont quand même des initiatives, même s'il y a des points négatifs, ce sont des initiatives à pousser parce que au fur et à mesure, ça va s'améliorer. C'est-à-dire que si on jette le haro, le bébé avec l'eau du bain, ça ne va pas marcher. Et donc, en l'occurrence, pour le coup, ça me paraît être un vrai problème de filière. Quand je vous parle de Tetra Pak, c'est toute la filière, parce que Tetra Pak, c'est une des marques, mais c'est toute la filière qui avait pris le sujet. Ils ont même fabriqué du mobilier. Et en fait, ils ont réussi à faire de ce côté, parce que du coup, par exemple, le mobilier, il y avait plein de couleurs différentes, ils ont réussi à faire de ce côté un peu étrange, un avantage en faisant travailler des designers et en expliquant qu'effectivement, quand vous achetiez votre tabouret, votre table ou j'en sais rien quoi, vous participiez à quelque chose de l'ordre de la protection de l'environnement. Et peut-être que sur les lunettes, il y aura une partie de la population qui va se dire moi, je suis fière de porter des lunettes qui une couleur bizarre parce que c'est... Enfin, vous savez, moi je suis utopiste, hein, mais parfois les utopies se réalisent. Et donc, qui pourront pouvoir s'approprier ça comme un signe extérieur d'engagement, quoi. Il y a aussi un côté marketing au truc qu'on peut monter autour de ça. Mais par contre, je pense vraiment que c'est un problème de filière et qu'il faut absolument, notamment que la filière française se regroupe sur ces sujets-là. Je ne sais pas si vous avez vu la filière textile. Ils sont regroupés, ils ont fait un gros travail sur... ils lancent un appel à projet chaque année avec des startups qui proposent des choses pour recycler le textile. Et ça évolue bien. Ils ont réussi à faire des matériaux, ils ont de construction. Ils arrivent à faire des... Bon, il y a beaucoup, beaucoup plus de textiles que de lunettes. Donc, s'ils y arrivent... Ils ne recyclent pas tout, mais c'est comme ça, c'est quand la filière se regroupe et fait des appels à projets, par exemple, qu'on peut arriver à... Voilà. Merci en tout cas pour votre témoignage et bravo pour tous les efforts que vous faites. Est-ce qu'il y a d'autres témoignages, d'autres questions? Merci pour votre témoignage. Hein. Est-ce qu'il y a d'autres témoignages ou d'autres questions? Vous avez la possibilité de poser toutes les questions que vous souhaitez à cet instant précis. Parce que dans 10 minutes, c'est payant. C'est bon? Bon, j'espère que ça vous a plu. J'espère que vous en garderez quelque chose. Si vous en gardez quelque chose, qu'est-ce que vous gardez de tout ça? Vous exprimer. Je vais aller vers les gens qui ne sont pas exprimés. Qu'est-ce que vous gardez de tout ça? On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Et vous? Moi, ce que j'en garde, c'est de faire beaucoup plus attention lors de nos choix de produits. Et de regarder vraiment, parce que des fois on s'éparpille, et c'est ce que vous disiez, et c'est de se dire de vraiment faire le choix en fonction des impacts. Donc je vais retenir surtout ça de votre présentation. Si vous retenez ça, c'est génial parce que ça fait partie du message principal. Vous avez vu que la matière, on en parle beaucoup de la matière, mais c'est 6% de l'impact. Non, même pas 6, je crois que c'est 4. Donc effectivement... Eh bien, écoutez, merci à vous de participer à la protection de la planète. Au revoir.